Cette vidéo est sponsorisée par Coyote. Coyote est une entreprise française pionnière dans le domaine de l'aide à la conduite. L'idée Coyote, c'est que ça bip quand on va trop vite. Bip bip. Ah, tu vas trop vite, ça fait... Le service Coyote, c'est 5 millions de membres en Europe, une communauté active et engagée. Ce qui est bien, c'est qu'on voit autour de nous qui y a. Genre là, il y a 13 personnes qui surveillent avec moi. Qu'il n'y ait pas d'embûches sur la route. D'embûches. Coyote vous permet d'être informé des limitations de vitesse en temps réel pour éviter les amendes en roulant à la bonne vitesse. Là, par exemple, grâce à Coyote, on sait que je suis à 0 km/h. Il le sait. Coyote évite les fautes d'inattention au volant grâce aux alertes visuelles et sonores. Coyote, c'est pas qu'un avertisseur de radar, c'est un assistant à la conduite. Par exemple, hérisson mort sur la route. Souhaitez-vous déclarer un objet sur la voie dans votre sens? Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de plus qui se passe entre nous. Désolé, je n'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris. Et là, vous vous dites, oui, mais j'ai pas envie d'avoir ce boîtier dans ma voiture, il faudrait une application. Bip bip. Amateur. Avec l'application Coyote, vous pouvez avoir tous les avantages de la communauté Coyote concentrés dans votre téléphone. Par contre, on blague, mais via le lien en description, c'est 54% de réduction. Avec les départs en vacances, faites attention sur la route en profitant de l'appli Coyote Premium pendant 1 an. C'est 69 € la première année au lieu de 150 €. Coyote. Ta mère est tuée. Bonjour, comment allez-vous? Oui, Ta Coyote. mère. Arrête. Petite Rudy. Faites attention sur la route et bonne vidéo. Là, ça va mieux quand même. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce VTech qui se dispensera de fond vert aujourd'hui. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'en ai ras le... Voilà, bienvenue, donc c'est mon studio, entre grands guillemets, parce que c'est une pièce chez moi. Voilà, donc on fait le tour ensemble. Ça, c'est le micro, qui est pas branché. Le canapé, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je m'assois parfois dessus. Puis je reste comme ça, là. Bon, là c'est mon petit côté musée. J'aime bien garder des trucs. Genre j'ai une cassette des Modern Talking. J'ai mon vieux Need for Speed Underground. J'ai ce Pikachu qui a vu des choses sordides. Suis-moi. J'ai le casque du GP1 qui a toujours ses moustiques. Ça c'est ma chaise. J'aime beaucoup. Et puis ça c'est le fond vert de merde qui du coup dégage à un moment. Il y a des moments dans la vie où faut savoir débrancher mamie. Il y a un moment on a compris, tu tires la prise ou tu te prends les pieds dedans au choix. Là, en l'occurrence, mamie prend la forme d'un fond vert qui se replie dans un tube. Donc voilà, bienvenue chez moi, bienvenue dans le studio et bienvenue dans ce VTech qui va porter sur l'une des courses les plus incroyables que l'histoire ait jamais portée. L'une des courses où tu te dis quand on t'en parle, comment ça se fait que c'est existé. Cette course, c'est la Targa Florio. Alors, je ne comprends pas comment c'est possible qu'une course si légendaire soit si peu connue aujourd'hui. Je vais vous le remettre un tout petit peu dans le contexte. On va parler d'une course qui, quand je vous le lis là, a plutôt l'air d'une tentative de suicide généralisée. La Targa Florio est l'une des courses automobiles les plus vieilles de l'histoire, puisque la première Targa Florio remonte à 1906. 1906, l'automobile vient à peine d'être créée. Alors c'est des notions qu'il faut quand même un peu se garder en tête. À cette époque-là, on est plus proche de la calèche à moteur que de la voiture. On a quelques engins motorisés qui parfois arrivent même à s'approcher des 100 km/h, ce qui, je le rappelle pour l'époque, est surnaturel. C'est de la magie noire, c'est de la sorcellerie. Et quand on a des engins qui commencent à avoir une telle vitesse, les gens commencent à se dire, dis donc, est-ce qu'on pourrait pas se faire la course? Pour vous donner un petit peu de contexte, la première voiture accessible, entre guillemets, puisque c'était quand même cher, et disponible pour le plus grand nombre, c'est la Ford T qui est parue en 1908. C'est-à-dire que lorsque la première Targa Florio s'organise, il n'y a pas vraiment d'alternative abordable en automobile. Et quand on voit la gueule d'une Ford T, on n'est pas non plus sur la dernière Lamborghini. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'automobile est un pur produit de petits-fils de riches. Et ça tombe bien, parce que Vincenzo Florio, c'est exactement ça. Vincenzo Florio est l'héritier d'une famille immensément riche italienne. Mais quand je vous dis riche, c'est riche. Genre pété de thunes. Et en fait, Vincenzo Florio commence à se découvrir une passion pour les voitures. Et lui et tous ses petits copains de la haute bourgeoisie ont tous des bagnoles et commencent tous à se faire la course. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas de circuit. En fait, comme la voiture vient d'apparaître, il n'y a pas de circuit. Le concept du circuit est arrivé vachement plus tard. C'est-à-dire qu'à l'époque, les voitures empruntent les mêmes chemins qu'on prend en calèche.
en cheval ou à pied, c'est-à-dire des chemins de terre. La plupart du temps à l'époque, les routes n'étaient pas goudronnées. C'était quelque chose encore très rare. Parfois on avait du pavé, mais je sais pas si vous avez essayé de faire la course sur des pavés, c'est pas terrible. Et l'immense majorité du temps, c'était de la terre. Par exemple, les 24 heures du Mans, c'est 17 ans plus tard. Et en plus, ça empruntait des routes départementales du coin. Donc pas vraiment une définition de circuit. C'est-à-dire qu'à l'époque, Vincenzo Florio était peut-être un petit-fils de riche qui avait envie de faire la course, mais c'était quelqu'un d'assez visionnaire. Il a pas inventé la course automobile, mais franchement pas loin. Et le terrain de jeu de tous ces apprentis pilotes, c'est la Sicile. C'est-à-dire qu'ils ont pris la Sicile et ils en ont fait un circuit. Là, vous pensez peut-être que j'exagère. Pas vraiment, hein. Le premier circuit en 1906 faisait 148 km. C'est-à-dire que ça commence à faire un petit tour, un poil sympa quand même. Et si vous demandiez comment ils ont fait pour bloquer 148 km de route pendant cette course, la réponse est, c'était pas bloqué. C'était juste ouvert. Quand je vous dis que c'est une course incroyable, j'ai pas menti. Et là tu te dis, ok, 148 km, ils vont certainement croiser des villes et des villages. Auquel cas il serait de bon ton de ralentir le rythme. Et là c'est le moment où j'arrive avec ma petite anecdote, c'est que Vincenzo Florio déclarera, il faisait exprès de ne pas ralentir dans les villages. Alors parce qu'il était très con, ça c'est sûr, mais deuxièmement c'est qu'à l'époque, la plupart des gens n'avaient jamais vu de voiture. Il y a des gens en Sicile, quand ils ont vu Vincenzo et ses potes débouler à 80-90 km/h sur des chemins de terre avec un machin qui fait du bruit et 4 roues aux 4 coins, beaucoup de gens se sont dit « Qu'est-ce que c'est que cet engin ?» Et c'est pour ça que Vincenzo et ses potes mettaient un point d'honneur à traverser les villes le plus vite possible. C'est parce que lorsqu'ils traversaient à basse vitesse, les gens avaient plus peur qu'autre chose. Et les gens avaient finalement tendance à traverser devant pour s'interposer devant la voiture. 1906, Vincenzo et ses potes se lancent donc dans la première Targa Florio. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça va donner quelques idées, puisque l'année d'après, ils sont 50. L'engouement a pris très très vite quand même, pour une bonne raison, c'est que les courses automobiles à l'époque n'existaient pas vraiment. C'est-à-dire que si tu avais une voiture, tu étais en général beaucoup à la recherche de potes avec qui faire la course. L'événement prend de l'ampleur et en 1912, la Targa Florio connaîtra son premier changement majeur. En 1912, ils ont décidé d'agrandir le circuit. Et donc ils ont proposé un tracé de 1050 km. C'est littéralement le tour de la Sicile. Évidemment, il va de soi que c'est toujours sur route ouverte et que c'est pas prêt de changer. La course s'interrompt pendant la Première Guerre mondiale pour reprendre directement en 1919, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de se taper dessus et ils sont repartis faire la course avec un circuit un peu modifié pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle accueille le goudron. Ça fait 13 ans que ça existe, et c'est la première année où ils roulent sur du goudronné. Alors, c'est pas goudronné sur tout le tour de la Sicile, donc ils ont beaucoup réduit, c'est-à-dire que c'est un circuit qui fait plus que 108 km. Par contre, ils en font le tour 5 fois. Et en parlant d'informations à la con, il faut que je vous parle de quelqu'un que vous connaissez certainement, Enzo Ferrari. Alors, c'est vrai que j'en parle très régulièrement, c'est devenu presque une obsession, mais là, vraiment, faut que je vous en parle. En fait, on est en 1919, et un jeune pilote, du nom d'Enzo Ferrari, veut s'engager à la Targa Florio. Enzo Ferrari, quand il était jeune, il était pilote automobile. Et franchement, il était même très bon. C'était l'un des meilleurs espoirs de sa génération. Et en 1919, il décide, avec une petite écurie de l'époque, d'aller s'affronter sur la Targa Florio. Sauf que l'écurie, elle est à Milan. Aujourd'hui, quand il y a un Grand Prix de Formule 1, c'est assez logique que Esteban Ocon ne vienne pas par la route avec son Alpine. Je crois qu'on l'avait tous. À l'époque, ils venaient avec leur voiture. Enzo Ferrari est parti de Milan pour rejoindre Palerme en Sicile. Milan-Palerme, dans une voiture de course. Enzo Ferrari expliquera que lorsqu'il a fait ce trajet pour se rendre à Targa Florio, il a traversé les montagnes pour gagner du temps, il s'est fait coincer dans une tempête de neige et il s'est fait attaquer par des loups. Vous avez remarqué, j'ai laissé un silence après. Et si vous étiez déjà sur le cul de cette information, celle qui arrive juste après est encore plus incroyable. Enzo Ferrari racontera qu'à un moment, il a dû faire fuir les loups qui l'attaquaient avec le revolver qu'il avait dans sa boîte à gants. Il a tiré en l'air plusieurs fois pour leur faire peur. On est entre nous, alors je vous donne une anecdote comme ça. Enzo Ferrari arrive à temps à la Targa Florio, s'engage, commence à faire la course. La météo est abominable et il arrive à un moment dans une ville qui est bloquée puisqu'il y a l'un des ministres italiens qui est en campagne. Il est venu là pour assister à la course. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des gens qui sont passés et après il y avait trop de monde, ils ont coupé la course. Enzo Ferrari était dedans et fera un score de merde à cause de ça. En fait, il y a un moment où il n'y a même plus de règles. C'est-à-dire que s'il y a un bout du circuit qui est fermé, bon tant pis pour toi. Si cette anecdote vous a plu, ça tombe bien, j'en ai 250 millions en stock. D'ailleurs, connaissez-vous l'origine du trèfle à 4 feuilles d'Alfa Romeo? En fait, chez Alfa Romeo, les griffes sportives sont en général appelées les quadrifoglio, les trèfles à 4 feuilles. Si vous regardez les Alfa Romeo les plus sportives, vous trouverez toujours à un moment un trèfle à 4 feuilles dessus.
Et ça remonte à 1923. Ugo Sivocci est très superstitieux et en 1923, il participe à la Targa Florio. Course qui, par définition, déjà à l'époque, est dangereuse. C'est pour ça qu'Ugo Sivocci va apposer un trèfle à 4 feuilles sur sa voiture, pour porter chance. Spoiler, portera pas chance longtemps. C'est la gorge qui gratte, c'est un truc de fou quand même. En 1923, Ugo Sivocci est deuxième derrière un dénommé Antonio Ascari. Alors, Ascari, c'est aussi un très grand nom de l'automobile. Et à l'époque, Ascari, il bombarde suffisamment pour être premier. Par contre, il est peut-être performant, mais pas très chanceux. Il aurait peut-être dû mettre le trèfle à 4 feuilles, puisque Antonio Ascari va casser sa voiture à 200 mètres de l'arrivée. Genre là, quoi. Son mécanicien qui l'attendait à l'arrivée, à 200 mètres, voit la scène, court, rejoint la voiture et arrive à la réparer avant qu'Ugo Sivocci ne le rattrape. La classe! Son mécano monte dans la voiture et ils traversent ensemble la ligne d'arrivée. Et les commissaires veulent le disqualifier. Alors ça, c'est une petite subtilité du règlement, tu n'avais pas le droit de passer la ligne d'arrivée avec quelqu'un en passager. Et c'est là que tu vois que c'était il y a une centaine d'années. Ascari va commencer à négocier avec les commissaires. Il va négocier avec les commissaires d'avoir le droit de faire marche arrière, déposer son mécano et franchir la ligne sans son mécano. J'adore l'ambiance, je trouve ça incroyable. Et le pire, c'est que les commissaires acceptent. Ascari met la marche arrière, recule, dépose le mécano et laisse pile poil le temps à Ugo Sivocci de lui passer devant et de prendre la première place. La vie un peu moins drôle quand on sait qu'Ugo Sivocci se tuera 4 mois plus tard pendant les essais du Grand Prix d'Italie à Monza. Et pour en revenir à mon trèfle à 4 feuilles, lorsqu'Ugo Sivocci va malheureusement perdre la vie au GP de Monza, il s'avère que sa voiture n'arborait pas le trèfle à 4 feuilles. Et c'est pas une blague, il s'est lancé avec une voiture qui sortait de peinture et qui ne comportait pas le trèfle à 4 feuilles. Alfa Romeo s'est fait la promesse de garder le trèfle à 4 feuilles sur tous ses modèles de course et sportifs. L'anecdote est un peu triste, mais un peu stylée. Rassurez-vous, j'ai des anecdotes un peu plus drôles en stock. Par exemple, en 1924, l'année d'après, Mercedes s'engage officiellement dans la course. À la nuance que ce constructeur-là, personne n'en voulait, c'est-à-dire que les Siciliens, quand ils voyaient une voiture Mercedes/allemande, ils jetaient des pierres dessus. En toute décontraction. Je vous donne une anecdote ici, c'est qu'à l'époque, les couleurs des voitures de course se faisaient en général en fonction des pays. Par exemple, les Bugatti de ces époques-là étaient très souvent bleus, puisque le bleu était la couleur de la France. Les voitures italiennes étaient en général rouges, c'est pour ça que la plupart des Ferrari sont rouges. Et à l'époque, les voitures allemandes, elles sont blanches. Sauf à la Targa Florio. Pour l'anecdote, ils se sont rendus compte que les gens dans les villes et villages guettaient à l'entrée du village la couleur de la voiture pour préparer des pierres pour pouvoir les jeter. Ils attendaient juste une voiture d'une autre couleur que le rouge. Qu'à cela ne tienne, Mercedes, ils ont une idée. Mercedes peignait ses voitures en rouge pour la Targa Florio. Comme ça, au moins, lorsque les gens guettaient à l'entrée des villages, ils avaient l'impression de voir au loin une voiture italienne. Alors bien sûr, quand ils passaient devant, ils voyaient qu'ils s'étaient fait douiller, mais c'était déjà trop tard, hein, quand tu passes le village à 150. Après, c'est devenu un peu une tradition. Genre, c'était un peu cool. Quand t'étais en Sicile, pour la Targa Florio, bah, tu payais ta voiture en rouge, c'était comme ça. J'adore le concept. J'ai un concept encore meilleur. Vous vous rappelez d'Ascari? Bah, il est encore là. 1924, il est encore une fois premier. Et en 1924, il se sort à moins de 500 mètres de l'arrivée. C'est-à-dire que c'est même pas une panne, il s'est sorti. La voiture ne peut plus redémarrer. Il y a des spectateurs qui sortent la voiture du fossé et la poussent. Ascari traverse donc la ligne d'arrivée en premier, poussé par les gens. Il sera disqualifié par la direction de course et il fera jamais premier à la Targa Florio de sa vie. Je devrais pas sourire parce que c'est vache, mais ça me fait tellement rire. On avance un peu dans le temps et nous sommes en 1925. C'est l'arrivée d'un constructeur dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Bugatti. Et si vous avez bien écouté dans l'essai de la Bugatti Veyron, je vous ai dit que la Bugatti Type 35 était la voiture la plus victorieuse de l'histoire de l'automobile. 1925-1929, 50 victoires. Incontesté, incontestable, premier. Bugatti, premier. Il faudra attendre 1930 avec un certain Achille Varzi pour que le règne de Bugatti s'arrête. Vous commencez à comprendre que ce format, c'est surtout des anecdotes. Et en 1930, Achille Varzi va nous en donner une très belle. Il y a Louis Chiron qui est en première place sur sa Bugatti. C'est d'ailleurs pour ça que la Bugatti Chiron s'appelle comme ça, en hommage à Louis Chiron, qui pour l'instant est premier de la course. Mais derrière, il y a un jeune Italien avec les dents très très longues, Monsieur Varzi, qui a une ferme envie de faire en sorte qu'Alfa Romeo re-remporte la Targa Florio. Achille Varzi a une moins bonne voiture que la Bugatti Type 35. S'il veut gagner, il va falloir qu'il soude
Genre, va falloir souder. Et rassurez-vous, il est parti dans cette idée-là. Achille Varzi roule comme un malade mental pendant les plusieurs tours que compose la Targa Florio. Et au dernier tour, Achille Varzi est devant. Achille Varzi, en roulant comme un sauvage, a fini par rattraper et dépasser Louis Chiron. Il lui reste pas grand-chose à faire jusqu'à gagner la victoire. À cette époque-là, les voitures comprennent maintenant un copilote. Alors, je sais que Ascari s'était fait engueuler quelques années avant parce qu'ils étaient deux dans la voiture. Bah, cette fois-ci, la règle a changé. Et si t'es pas d'accord, et bah, c'est comme ça. Et Achille Varzi, alors qu'il arrive pas très loin de l'arrivée, a un petit problème. Fuite au niveau du réservoir d'essence. Sa voiture se vide de son essence et ils arrivent à atteindre le ravitaillement d'après. Au passage, en ayant engueulé les spectateurs qui voulaient l'aider. Parce que je vous rappelle par contre que cette règle-là, elle était encore en vigueur. Si tu te faisais aider, tu te faisais disqualifier. Les deux arrivent à pousser la voiture jusqu'au ravitaillement et ils se rendent compte d'une chose, le dernier ravitaillement qu'ils vont mettre dans la voiture ne tiendra pas à cause de la fuite qui est en dessous. Ils sont en train de tout perdre sur la route. Aujourd'hui, t'as une fuite au réservoir d'essence, c'est drapeau noir, c'est fini. À l'époque, une fuite au réservoir d'essence, c'est-à-dire une traînée d'essence sur toute la route pour les autres, rien à foutre. Le copilote d'Achille Varzi se rend compte que pour rejoindre l'arrivée, il va devoir embarquer avec lui de l'essence. Il prend donc pendant le ravitaillement un bidon et il a pour plan de ravitailler la voiture pendant qu'elle roule. Oh t'inquiète pas, c'est que le début des conneries. Le copilote remet de l'essence pendant qu'il roule, mais Achille Varzi n'a pas prévu de couper. Il ne va pas ralentir pour remettre de l'essence dans le réservoir. Et à côté du réservoir, il y a l'échappement. La voiture prend feu. Et même mieux que la voiture prend feu, le copilote prend feu. Le copilote a demandé à Achille Varzi de s'arrêter et Achille Varzi ne s'est pas arrêté. Après, il avait très envie de gagner quand même. Donc, l'un dans l'autre, Achille Varzi et son copilote passeront la ligne d'arrivée de la Targa Florio 1930 en feu, si seulement il y avait eu Snapchat à cette époque. Achille Varzi, avec cet acte héroïque, je suppose, laisser brûler son copilote pour gagner, je sais pas si c'est héroïque, mais disons héroïque, va offrir aux Italiens à nouveau une victoire et va enfin arrêter le règne de Bugatti sur cette épreuve. Faut littéralement passer à une d'arrivée en feu si tu veux gagner contre Bugatti. Ça te donne à peu près le niveau de Bugatti à cette époque. Vous voulez une autre anecdote? J'en ai une autre. Avant la Targa Florio, c'était une épreuve à part, qui ne comptait pas dans les points du championnat du monde qui se passait sur des circuits plus conventionnels. En 55, la Targa Florio est intégrée au championnat, ce qui fait que si vous marquez des points pendant la Targa Florio, vous en marquez pour le championnat complet. C'est une épreuve du calendrier. 1955, c'est donc une année très importante pour la Targa Florio, puisque là, ça va être la stratosphère. Avant, c'était une épreuve connue, appréciée, mais locale. Là, c'est une épreuve connue, appréciée et internationale. On a les plus gros constructeurs du monde qui viennent se mettre sur la gueule, avec les plus gros pilotes du monde. Genre Stirling Moss, Juan Manuel Fangio, Carroll Shelby. C'est l'épreuve où il faut être. Et la Targa Florio en 55, c'est toujours sur route ouverte. J'exagère un peu, avant la course était sur route ouverte, mais rassurez-vous, c'est fini. Il n'y a plus que les essais et les qualifs qui sont sur route ouverte. Je vous remets dans le contexte, en 1955, on commence à avoir des voitures qui sont franchement performantes. Par exemple, Stirling Moss, dont on va parler, s'est engagé sur la 300 SLR. Ça fait presque 300 chevaux, ça commence à marcher plutôt fort. Ferrari, ils ont des voitures à moteur V12 qui marchent fort quoi. On commence à arriver sur des voitures qui tapent les 250 km/h. La plupart des voitures qui roulent encore aujourd'hui, 80 ans plus tard, ne font pas ça. Et en 55, c'est aussi la date d'un autre événement important dans le sport automobile, le crash de Pierre Levet aux 24 heures du Mans. Cet événement, je vous en avais déjà parlé, mais en 55 aux 24 heures du Mans, Pierre Levet sur sa Mercedes va s'envoler et va arrêter sa course dans le public. Jusqu'ici, on rigolait avec des anecdotes. Cette anecdote est un peu moins drôle, c'est plus de 80 morts. Cette anecdote est tellement pas drôle que Mercedes va arrêter le sport automobile. Et il faudra attendre les années 90 pour que Mercedes revienne au sport automobile. C'est-à-dire que cet événement aura causé quasiment 40 ans d'arrêt de sport auto pour Mercedes. Maintenant que vous avez cette info-là, il y en a une autre qui est un peu plus cocasse. J'ai toujours pensé que quand Mercedes avait eu ce crash en 55 au Mans, ils avaient arrêté le sport auto, genre ils avaient remballé, ils avaient fini sur place. En écrivant cet épisode, on s'est rendu compte que Mercedes avait arrêté son engagement au sport auto à la fin de la saison 55. Alors ça, j'avais pas l'info, parce que j'aime bien le concept un petit peu à deux vitesses. Oh là, c'est grave, on va prendre des mesures dans plusieurs courses. Je vous laisserai quand même juge de la moralité de ce move, mais il s'explique en partie puisqu'en 55, Mercedes est plutôt bien classé. Et il arrive la Targa Florio 55. Si Mercedes fait premier et deuxième, Mercedes peut remporter le championnat du monde 1955. C'est difficile, mais pas impossible.
Stirling Moss, qui d'ailleurs donnera son nom à un dérivé de la Mercedes SLR, la Mercedes SLR Stirling Moss, que j'adorerais vous présenter un jour, mais quand on voit le nombre d'exemplaires produits, c'est pas pour demain quand même. Stirling Moss se lance avec sa 300 SLR avec un seul objectif, fracasser le chrono. Au moins c'est clair, le mec il est là pour rouler. Tellement rouler que Stirling Moss l'avouera lui-même, il a peut-être un peu surroulé. Stirling Moss va tellement rouler fort que 1, il va signer le record du tour. Genre c'est même pas le meilleur chrono de cette édition, c'est le record du tour. Je trouve ça un peu cool. Et deuxièmement, dans la course, il va se sortir 2 fois. D'ailleurs, pour anecdote, il y a un moment, il se sort, les spectateurs l'aident à sortir, ce qui est interdit, sauf que la direction de course, ils l'ont pas vu. Alors du coup, c'est passé. Stirling Moss va arriver premier à la Targa Florio 1955 et Juan Manuel Fangio va terminer deuxième avec sa SLR à la Targa Florio 1955. Ce qui fait que Mercedes en 55 sera premier et deuxième et Mercedes en 55, l'année où ils ont annoncé se retirer du championnat, seront champions du monde. Classe. D'ailleurs, j'en profite, petite anecdote automobile, je vous ai parlé de la SLR Stirling Moss. Il y a une autre édition de la SLR qui s'appelle la 722. C'est pour l'heure de départ à la 1000 Miglia. 7h22, 722, 1000 Miglia qui était une autre course incroyable. Faudra que je vous en parle un jour quand même. Nouvelle anecdote, l'année d'après, la voiture qui gagne est une Porsche 550 RS, qui était un petit constructeur allemand qui venait faire ses preuves à la Targa Florio. Si certaines Porsche aujourd'hui s'appellent les Porsche Targa, c'est en hommage à la Targa Florio, puisque Porsche s'est illustré à de nombreuses reprises sur cette épreuve. Et les années qui suivront, ça sera surtout ça. Des bagarres légendaires entre des Ferrari, des Porsche, des Aston Martin, des Jaguars, il y en a partout. Mais il y a aussi du danger partout. Et c'est aussi dans les années 50 que les premiers dangers liés à la Targa Florio vont commencer à arriver. En fait, les voitures commencent à devenir foncièrement performantes. Et je vous rappelle une info que pour l'instant je n'ai pas forcément beaucoup relevée, c'est toujours sur route ouverte. C'est ainsi que vous pouvez voir des voitures de compétition, mais alors quand je vous parle de voitures de compétition, c'est ça, hein. Tu vois ce genre d'engin slalomer au milieu des chèvres, au milieu des moutons, au milieu des gens, ou au milieu des camions. Et en parlant de camions en 58, il y a un premier vrai gros accident où il y a quelqu'un qui a pris un camion en pleine face. Toutes les anecdotes ne sont pas drôles. Un pilote Ferrari qui s'est lancé dans les essais un matin s'est retrouvé face à face avec un camion qui allait ni plus ni moins qu'au boulot. Il y a quand même une époque en Sicile où tu pouvais prendre ton camion, aller travailler et être percuté par une Ferrari qui arrive à plus de 250. Ce crash intervient en 58 et normalement, si vous êtes à peu près sain d'esprit, vous vous dites la direction de course va faire quelque chose. La direction de course va fermer la route, informer les gens, fermer au moins des tronçons, je sais pas, déclarer jour férié ou le confinement. Pas du tout. C'est comme ça, c'est passé comme ça. Et ça continuera comme ça jusqu'en 73. Et ce qui est fou à dire, c'est que pendant cette période, la Targa Florio connaîtra son époque la plus florissante. Entre 58 et 73, la Targa Florio devient the place to be. La Targa Florio devient l'événement à faire. La Targa Florio devient la course du calendrier. Et ça se comprend pour plusieurs raisons. Déjà, la région est magnifique, les routes sont folles, et les pilotes en général, c'est quand même des gens qui aiment bien la bagnole. Et là, on leur donne des missiles sur route ouverte, et toute la bénédiction du monde pour aller éclater des records. Quand t'es à la place d'un pilote qui aime conduire, la Targa Florio, c'est un rêve d'enfant. La Targa Florio, c'est un fantasme. Je vous donne d'ailleurs une anecdote, en 1970, c'est l'année où sera battu le record de vitesse de l'épreuve, avec 320 km/h. Je rappelle, sur route ouverte. 320, sur route ouverte. Mais le pire, c'est que les gens sur place, ils sont contents. Aujourd'hui, tout le monde hurlerait, mais à l'époque, les gens étaient plutôt OK avec ça. Oui, c'est dangereux, oui, il y a des morts, oui, il y a des accidents, mais ça fait vivre l'île et ça fait un truc cool une fois par an. D'ailleurs, Jackie X, le pilote belge, avait déclaré lui-même « C'est délicieusement fou, mais ça vaut la peine d'être fait. C'est un charme étonnant. » Alors, tu vois la bagnole là, c'est du charme. J'adore. Et il faudra attendre 73 pour que malheureusement un drame survienne, encore, avec un concurrent qui percute une voiture avec 5 personnes à son bord. Malheureusement, le conducteur de cette voiture décède, et c'est en 73 que sera décidé, la Targa Florio ne sera plus jamais sur route ouverte. C'est-à-dire que ces images que vous avez vues sur route ouverte,
c'est fini. Et la commission sportive internationale sera encore plus dure que ça, puisque la Targa Florio, suite à cet événement, sera retirée du calendrier. Ce qui avait fait que la Targa Florio était exceptionnelle va causer la perte de la Targa Florio. Alors là, on a un autre truc qui est un petit peu cynique, mais qui est un peu vrai. Vous savez, sur l'autoroute, quand il y a un crash sur la voie d'en face, les gens qui pourtant sont sur une voie qui roule ont une tendance à ralentir par curiosité morbide, tu sais, et puis ça crée des bouchons pour rien. 1973, c'est-à-dire la dernière année avec la circulation ouverte, sera aussi l'année la plus populaire de la Targa Florio. Alors voilà, c'est un peu... voilà. Je vous l'ai dit, c'est un peu cynique. C'est la seule et unique année où la Targa Florio dépassera les 500 000 spectateurs sur les bords des routes. Je vous laisserai juge de ce qu'il faut en penser. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En attendant, c'est la dernière année où la Targa Florio fera autant de vues. L'une de ces conséquences indirectes de l'expulsion de cette course au calendrier, c'est que la plupart des constructeurs ont commencé à avoir peur que leur image soit associée à ça. C'est-à-dire que la plupart des constructeurs n'était plus là. Et c'est pour ça qu'en 74, il reste plus que Lancia. Alors Lancia, ils ont peut-être pas reçu le mail, ou ils en avaient peut-être juste rien à péter. Je pense que c'est peut-être même plus ça en fait. 74, Lancia Stratos dans tous les sens. C'est Stratos. Alors je vous dis tout de suite, on arrive sur la fin de ce VTech et la fin de la Targa Florio, ça finit en autre boudin. La Targa Florio prendra fin en 1977, seulement quelques années après son retrait au calendrier officiel. Avec malheureusement un événement encore une fois dramatique. Sur ces dernières années, il n'y a plus que des petits constructeurs de véhicules prototypes artisanaux, des espèces de petites barquettes qui s'affrontent sur les routes qui sont désormais fermé. Gabriel Ciuti sur son Nosella PA4, vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal. C'est ce truc jaune là. Voilà. Ben, ce truc jaune, il manque un truc. En fait, à un moment, Ciuti perd son aileron. Sauf que je sais pas si vous êtes au courant, mais un aileron sur une voiture, c'est quand même plutôt important. Surtout quand t'as tendance à taper des 300 km/h dans la ligne droite. La direction de course voit la voiture passer et lui disent bon bah, à la fin de ce tour, tu vas remettre un aileron s'il te plaît, si ça te dérange pas. Ce qui ne sera pas fait. Et Ciuti continue à rouler comme un con. Tellement comme un con qu'à un moment, il perdra le contrôle de sa voiture en allant directement dans le public. 2 morts. Normalement, quand tu vois un crash violent comme ça qui envoie des gens à l'hôpital, voire à la morgue, tu interromps la course, c'est-à-dire qu'on a bien rigolé, on coupe la course, on rentre tous chez nous et puis on prend du temps pour réfléchir à notre comportement, tu vois. La direction de course décide de maintenir la course. Il aura fallu que les pilotes fassent grève pour que la direction de course cède et arrête cette édition de la Targa Florio. Et quand on voit la violence du crash et la très mauvaise gestion de la direction de course, les politiques s'en mêlent. La Targa Florio ne sera pas annulée uniquement pour ce crash. En fait, ça faisait des années que la course était sur la sellette. Plusieurs politiques depuis 1973 s'étaient intéressés à ce cas et trouvaient que c'était un peu indécent de laisser vivre une course comme ça à cette époque-là. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, c'est l'arrivée des limitations de vitesse, l'arrivée de la ceinture de sécurité, et une course avec des voitures qui prennent 3,20 sur route ouverte. Même en 77, ça commençait à être d'un autre temps. Et quand on cumule la violence du choc et la très mauvaise gestion de la direction de course, c'est officiel, la Targa Florio prend fin. Je vous l'ai dit, ça termine un peu en eau de boudin, c'est dommage, et il aura fallu vraiment attendre l'extrême limite pour que cette course termine comme ça d'un claquement de doigts. Alors pour l'anecdote, la Targa Florio n'est pas tout à fait morte puisque un rallye a été organisé pendant de très nombreuses années sur les routes qu'empruntait la Targa Florio, avec le rallye de Sicile. Mais on est très très loin de la définition de la Targa Florio sur les routes ouvertes. Et c'est comme ça que se termine notre histoire sur la Targa Florio, qui aura laissé, comme je vous l'ai dit, pas mal de traces dans le monde automobile. Les 911 Targa, c'est littéralement lié à la Targa Florio. Si la Chiron s'appelle comme ça, c'est en hommage au pilote qui a gagné à la Targa Florio. Et si la Divo s'appelle comme ça, c'est aussi en hommage à un pilote qui a gagné à la Targa Florio. J'ai été ravi de vous présenter cette histoire, ça faisait des années que je voulais vous en parler, j'avais jamais eu l'occasion. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, pensez à vous abonner, pensez au petit pouce bleu, et pensez aussi à suggérer d'autres sujets. J'ai pas besoin que vous en suggériez, j'en ai des centaines là. Mais sait-on jamais, je pense que dans le lot, vous allez avoir quelques bonnes idées. Faites gaffe sur la route, il y a des limitations de vitesse aujourd'hui, je vous embrasse, et puis gros bisous! Voilà, donc installez-vous. Ta gueule, il bouge lui. Complètement con.